Revenons sur cette sortie importante, notamment de 25 pays. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de la France, c'est le cas du Canada aussi, qui ont appelé à mettre fin immédiatement à la guerre dans la bande de Gaza qui est assiégée par Israël. Il y a eu déclaration commune. Parallèlement à tout ça, il y a les organisations humanitaires aussi qui sont sorties pour avertir qu'une famine de masse se propageait à Gaza. Hier, entre autres, un hôpital de Gaza a dit que 21 enfants étaient morts de malnutrition ou de faim en l'espace de 72 heures sur le territoire. L'AFP, qui tire également la sonnette d'alarme, ce grand média bien connu, alors que ses reporters à Gaza meurent aussi de faim et de soif. On en parle avec Guillaume Lavallée, qui est auteur du livre Gaza avant le 7, carnet d'un siège, ex-chef de bureau de l'AFP également à Jérusalem, qui était chargé de la couverture d'Israël et des territoires palestiniens. Bonjour, M. Lavallée. Bonjour. Décrivez-nous un peu les conditions de vie actuellement dans la bande de Gaza, que ce soit pour les citoyens, mais aussi pour les reporters qui couvrent ce qui se passe. On arrive généralement là, pour la population à un stade où il y a un manque flagrant de nourriture. Vous avez vu probablement des images de distribution alimentaire là où c'était le chaos. Pourquoi c'est le chaos? Notamment parce qu'il manque justement de nourriture. Donc quand les rares camions rentrent dans la bande de Gaza, souvent ils sont assiégés. Puis lorsqu'il y a des postes de distribution, euh, de- ils sont aussi assiégés. Ce qui nous pose aussi un problème pour nos journalistes dans la bande de Gaza, parce qu'il faut comprendre que depuis le 7 octobre, les correspondants étrangers comme moi, par exemple, n'avons pas accès à la bande de Gaza. Ce sont des Gazaouis qui travaillent pour les médias étrangers, qui sont sur place et qui rapportent en fait les images que vous allez voir euh, à Cube, à TVA, à différents médias au Québec, mais à travers le monde entier aussi. Et donc, on arrive à une situation où nos collègues ne mangent pas 3 repas par jour. Ils sont rendus à un repas par jour. La farine coûte très cher. Je vais prendre un exemple. Un sac, 1 kilo de farine, maintenant dans la bande de Gaza, se transige à 140 $ canadiens. 1 kilo. OK? Pour 1 kilo de Allez au farine? IGA aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait il est à 2,50 $. C'est 6,75 pour 2,5 kilos. Là. Je veux dire, puis c'est à peu près ce qu'il y a à manger. Donc, on a des collègues qui nous appellent, qui disent, puis ça m'est arrivé en fin de semaine, de dire, Guillaume, je n'arrive plus, malgré mon salaire et tout, j'arrive plus à me nourrir, à nourrir ma famille. J'ai un collègue qui a perdu 20 kilos dans les dernières semaines. OK? Il va travailler en charrette parce qu'il n'y a plus d'essence non plus. Donc, il ne peut pas se promener en voiture d'un point A à un point B. Il est sur une charrette, tracté par un âne pour se rendre en reportage. Et donc, il y a un moment donné où on se dit, j'y arrive plus physiquement à faire mon travail et j'ai peur moi-même de mourir de faim. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment, je le dis là, pour les gens, on n'avait jamais vu ça par le passé. Ok. J'ai fait plusieurs conflits. Mes collègues à l'AFP ont des dizaines d'années d'expérience aussi dans différents terrains à travers le monde. De voir nous-mêmes, les reporters, ok, se dire qu'ils n'ont pas la force physique, qu'ils craignent de ne plus avoir la force physique de faire leur travail parce qu'ils n'arrivent pas à manger, ça, on l'avait pas vu. On avait vu des gens qui avaient peur qui craignaient des bombes, qui s'en protégeaient, des snipers qui essaient de protéger leur famille dans une zone de conflit. On l'a vu comme au début à Gaza l'an dernier. Mais là, ça, pour nous, là, c'est vraiment inouï. C'est pour ça que les journalistes de l'AFP sont mobilisés cette semaine pour dire, là, il faut dire au reste du monde les conditions dans lesquelles nos reporters de Gaza présentement travaillent. Qu'est-ce qui les pousse à rester? En fait, c'est vraiment une très bonne question parce que l'an dernier, on a réussi à faire sortir nos collègues de Gaza. On les a réussi à les faire sortir avec leur famille, OK? Après 6 mois de bombardement intense, c'était excessivement compliqué pour eux parce que essayez d'imaginer, là, les reporters de guerre vont souvent à la guerre dans un autre pays, mais quand la guerre est chez eux, puis qu'ils doivent aussi s'assurer que leurs enfants soient corrects, leurs chums ou leurs blondes sont corrects, en même temps de couvrir la guerre, qu'il n'y ait aucune zone de repli, parce que dans la bande de Gaza, il n'y a pas vraiment de zone de repli. Ils dormaient dans des tentes. Dans les derniers mois, mes collègues dormaient dans des tentes, je veux dire. Alors là, on a réussi à les exfiltrer, la bande de Gaza. Et donc là, c'est comme un deuxième bureau, si je peux dire, qui s'est mis en place, OK, pour leur succéder. Et ces gens-là, euh, donc là, il y a un appel, peut-être que certains vont réussir à sortir, mais j'ai parlé à un autre journaliste qui dit, moi, je veux pas quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a le sentiment que c'est son devoir moral
de faire son travail. Moi, je peux comprendre, mais d'un autre côté, j'essaie de dire quand même, en tout cas, en bon québécois, je dirais pousse pas ta loque non plus, dans le sens que Ouais. si tu as une chance de sortir, sachant aussi que je pense qu'il faut mettre ça aussi dans l'équation, c'est que pour plusieurs Palestiniens, il y a la crainte aussi de si vous quittez, vous reviendrez peut-être pas, vous reviendrez peut-être jamais. Et donc, il y a aussi l'idée d'abandon de sa terre avec la perspective de jamais revenir qui fait en sorte que c'est un dilemme là excessivement puissant. Voilà, c'est là qu'on est rendu. Puis le dilemme puissant, il se rajoute aussi au fait que quand je vous disais qu'il y a des problèmes de distribution alimentaire, ça veut aussi dire que vous pouvez pas dire à un collègue va à la distribution chercher la nourriture, sachant qu'il va peut-être se faire tirer, il va peut-être être tué en allant chercher de la nourriture. Et donc, soit que vous restez chez vous, puis vous mangez une fois par jour, puis vous n'en avez pas assez, soit que vous allez dans une distribution alimentaire où vous risquez de vous faire tirer dessus. Donc, on est rendu dans des scénarios comme ça présentement pour nos collègues dans la bande de Gaza. Est-ce que vous entrevoyez une sortie de crise possible? Parce qu'il se dit beaucoup de choses en termes de diplomatie sur la scène internationale. Ouais. Israël répond notamment que c'est le Hamas qui exploite la souffrance des civils en volant la nourriture distribuée pour la revendre à des prix exorbitants ou en tirant sur les personnes qui attendent de l'aide. Est-ce qu'une sortie de crise est possible à court moyen terme ou malheureusement la situation va continuer de se détériorer? Euh, de deux choses l'une. Dans tous les conflits, il y a toujours des groupes armés qui vont détourner une partie de l'aide, ok, pour leur propre combat. Ça a toujours été. Vous demanderez à l'ONU dans différents conflits, mais c'est une petite portion, ok. Ça arrive, soit, ok. Là présentement, on en arrive on peut se dire ah mais est-ce qu'on va envoyer de l'argent, les gens vont plus manger, on va avoir plus de nourriture. Je comprends, mais la question présentement c'est celle du cessez-le-feu. Je pense que tout le monde c'est ça la question. Et les tractations, on pensait il y a 2 semaines qu'on y était, on n'y est pas encore. Mais je vois pas vraiment de scénario où sans cesser le feu, euh, on puisse vraiment arriver à augmenter à stabiliser, je dirais, la bande de Gaza. Le problème qu'on a eu, c'est que par le passé, on a eu 2 cessez-le-feu. Le dernier, au début de l'hiver, on se disait bon ben ça y est, presque 2 mois de cessez-le-feu. Mais dans le cessez-le-feu, il y a l'idée de savoir si c'est un cessez-le-feu à court terme ou si on est capable de prendre le cessez-le-feu à court terme puis de s'en servir comme rampe de lancement pour des pourparlers à plus long terme sur le futur de Gaza. Et lorsqu'on arrive à la question du futur de Gaza à plus long terme, c'est là que ça décroche tout le temps. Pourquoi? Parce que les désaccords sont assez puissants, puis au sein même du gouvernement israélien, il y a des divisions assez profondes. Il y a des alliés de Benjamin Netanyahu dans le gouvernement qui veulent rien savoir d'avoir des pourparlers sur la suite de Gaza, qui veulent la poursuite de la guerre. Alors, la question qu'on regarde, votre invité avant parlait de Trump à la Maison-Blanche, mais les regards, en fait, sont un peu tournés vers la Maison-Blanche aussi, de savoir qui peut vraiment imposer le cessez-le-feu. Il y a des médiations du Qatar, de l'Égypte, mais derrière ça, c'est quand même les États-Unis qui sont quand même le premier allié du gouvernement Netanyahou et donc qui peuvent aussi infléchir la suite des choses. Mais c'est assez particulier de se dire, bon, ben, l'espoir, c'est Trump. Mais voilà, c'est là qu'on est rendu. Guillaume Lavallée, vous êtes auteur du livre Gaza avant le 7, carnet d'un siège, ex-chef de bureau de l'AFP également de Jérusalem, chargé de la couverture d'Israël et des territoires palestiniens. Merci de nous avoir expliqué la réalité terrain. Au revoir. Merci.